Désir d'enfant, conception, grossesse, naissance et premiers mois. Nos invités nous racontent leurs petites et grandes histoires dans Aternité. Aternité, c'est le podcast autour de la naissance, de la paternité et de la maternité. Je suis Clémentine, et lui, c'est Marc. On sait comment naissent les bébés, mais comment naissent les parents d'aujourd'hui ? Parce qu'il y a autant de réponses qu'il y a de parents, on vous propose de revenir sur ces chamboulements avec certains d'entre eux. Voici leur histoire. Donc précédemment, dans Aternité, on vous a raconté l'accouchement, donc comment j'ai pris très très cher et comment j'ai quand même réussi à accoucher grâce au gaz hilarant. Et voilà, comment Marcel est né et les premiers moments qu'on a vécu avec lui. Et on s'était arrêté la semaine dernière sur l'allaitement. Du coup, de grosses difficultés sur l'allaitement. Ouais. Tu veux nous en dire plus ? Ouais, j'ai eu très très mal. Et malgré le fait qu'on avait du coup pris une espèce de suivi avec une conseillère en allaitement qu'on voyait tous les 2 jours en visio et qui nous refaisait faire l'ouverture de la bouche, etc. Enfin, j'avais toujours aussi mal, mais mal au point que j'avais envie d'en pleurer, c'était horrible. Donc j'avais ces fameuses seringues de colostrum que j'avais collectées pendant ma grossesse, qui faisait que du coup j'avais au moins ce truc pour lui donner. Donc on lui donnait, je me rappelle, c'est toi qui lui donnais d'ailleurs, on lui donnait à la seringue, donc en plus il y avait tout ce truc qu'il fallait pas lui donner, de toute façon le colostrum ça se donne pas au biberon, mais bon, il fallait surtout pas lui donner de biberon pour pas qu'il fasse la confusion avec le sein et tout. Bon, moi j'en pense certaines choses de ça, mais en gros du coup on lui donnait à la seringue, et donc Manu, toi tu prenais le petit doigt et tu... En fait il faut mettre le petit doigt dans la bouche de l'enfant et la seringue sur le côté du petit doigt. D'accord. Voilà, okay. pour qu'il Comme teste. Ça le petit doigt simule un téton en fait. Donc on lui donnait et comme ça. Du coup l'enfant tète le petit doigt. Ouais. Et du coup c'était ultra galère parce que ça durait des heures et des heures. Et en plus de ça, maintenant que je suis quand même plutôt calée sur l'allaitement, donc je sais que le problème c'est que pendant tout ce temps où toi tu donnes du colostrum à la seringue, c'est comme si tu donnes un biberon de lait artificiel, t'es pas stimulé, donc en plus c'est pas très bon pour ta lactation, quoi. D'accord. Okay. Donc ça se passait pas bien, et vraiment au bout d'un moment ça se passait tellement mal que la conseillère en allaitement m'a dit est-ce que t'as un tire-lait ? Ouais. Et j'avais une pote qui m'avait filé un vieux tire-lait. Donc j'étais là, ouais, j'ai un tire-lait. Elle m'a même pas demandé quelle marque c'était, rien. C'est-à-dire que c'était en mode t'as qu'à prendre ton tire-lait, t'as qu'à tirer ton lait. Du coup j'ai commencé comme ça. Donc c'était ça sa solution pour l'allaitement, c'était basculer sur le tire-lait. C'était basculer sur le tire-lait. En gros, c'est toujours la même chose. Ils te disent de passer sur le tire-lait quand ça se passe mal pour entretenir ta lactation, pour pas qu'en gros tu perdes ton lait, le temps qu'on trouve comment régler le problème. Okay. Donc du coup, elle te dit à la place de ça, tu tires ton lait, tu donnes à la seringue. Bon, la seringue, ça va 5 minutes, on est passé au biberon assez rapidement parce que donner un biberon de 90 ml à la seringue, faut quand même être motivé. Ça va les tout premiers jours quand ça se compte en 2-3 seringues par repas. Okay. Quand tu arrives à 50 seringues pour faire un repas, c'est long. C'est long. C'est relou. Du coup, j'ai commencé à tirer mon lait avec ce vieux truc que m'avait passé une copine. Il y avait qu'une seule tétrelle, donc tu pouvais faire qu'un sein à la fois. J'avais aucune idée de ce que je faisais, franchement. Juste, je commençais à trouver ça cool parce que je voyais mon lait qui sortait. Je me disais, bon, au moins j'ai du lait, quoi, c'est cool. Mais bon, c'est un peu parti comme ça. Et puis en fait, petit à petit, elle me disait, remets le bébé au sein. Et en fait, moi, j'avais toujours aussi mal. Et mal, mais enfin... Et vraiment, personne ne comprenait. Elle me disait, je sais pas pourquoi t'as mal, je vois rien, il y a rien qui me saute aux yeux, etc. Mais elle était toujours en visio, tu l'as jamais vue en vrai ? Non, parce qu'elle habitait pas du tout vers chez moi et tout. Ouais, je sais pas. Peut-être. En fait, le problème aussi, c'est qu'on était en plein mois de décembre. Décembre-janvier. Et en plus, en Espagne, décembre-janvier, enfin, tu vois, il y a la fête des rois mages. C'est encore plus important que Noël. Donc, c'est vraiment la période où, genre, c'est difficile de trouver quelqu'un aussi parce que t'es clairement sur une période de fête de fin d'année où les gens sont pas aussi disponibles, tu vois. Ce que je peux comprendre, hein, mais bon, la réalité, c'est qu'il y a quand même des enfants qui naissent au moment de Noël, quoi. Donc, du coup, voilà. En gros, ça s'est un peu mal passé. Et moi, je pense qu'il y a un moment où vraiment on avait envie de baisser les bras quand on la voyait en visio. C'était dur, quoi. Enfin, on en avait vraiment marre. Et à la fois, ça nous redonnait un coup de boost. Et en même temps, on se disait, ouais, mais est-ce qu'on va vraiment s'infliger tout ça ? C'est beaucoup de douleur et beaucoup d'énergie dépensée ça menait nulle pour part. Peu de résultats, ouais. Moi, j'ai un peu des souvenirs durs de cette période où, tu vois, la nuit, je me rappelle, me réveiller. Et en plus, avoir l'impression... je sais pas, d'être seule face au monde entier avec ce problème et que personne ne pouvait m'aider et tout. Enfin, j'étais complètement j'avais plus de contrôle et j'aimais pas ça. Et en fait, du coup, quand j'ai commencé à tirer mon lait, je me suis dit, mais en fait, là, j'ai du contrôle parce qu'au moins, genre, je sais qu'il se passe quelque chose, je lui donne des biberons, je sais qu'on y prend, etc. Enfin, ça commençait un peu à me plaire.
Surtout que pendant toute cette période-là aussi, tu as aussi cette désagréable impression de ne pas profiter de tes premiers jours et de ne pas les découvrir de manière normale parce que tu subis tellement de problèmes et de douleurs externes qui ne se soignent pas que en fait, tu n'es même pas concentré sur le bébé, quoi. Ouais, genre, vraiment, je me dis que si j'avais pas allaité, ça aurait été beaucoup plus facile pour moi de profiter. Mon postpartum, il aurait été doux, quoi, parce qu'au final, c'était pas si difficile que ça. Bon, le manque de sommeil, mais bon, tu te préparais, enfin, tout ça, c'est... Moi, vraiment, l'allaitement, ça a été mon problème. Genre, ça a pris tout mon premier mois, c'était horrible. Tant que j'avais pas encore complètement baissé les bras sur le sujet de l'allaitement au sein, c'était dur, quoi. Du coup... Elle a trouvé ce qui allait pas. Elle, non. Ouais. Moi, j'ai fini par trouver. Ouais. Mais j'ai fini par trouver parce que, en fait, le problème, c'est que ça s'est un peu continué. J'avais toujours un petit peu mal avec le tire-lait, même si beaucoup moins. Et en fait, petit à petit, les semaines passaient et j'avais de plus en plus mal. Et en fait, j'avais une candidose mammaire. Et du coup, c'est un champignon. Comme moi. Ah, t'as eu une candidose aussi. Ouais. T'as eu mal ou les gens qui n'ont pas mal mais J'ai eu mal pendant 3 mois pendant mon allaitement et... Ouais, franchement, c'était affreux. Alors, candidose, pour ceux qui savent pas. C'est une mycose. Ouais, c'est une mycose du sein. Okay. En fait, il se trouve que je pense que ça aurait pu être prévisible parce que tu sais, quand ils te font le test du streptocoque à la fin de la grossesse, moi, ils n'ont pas trouvé de test de streptocoque, par contre, ils ont trouvé de la candidose. Ils auraient pu... Mais Ouais. ils m'ont soigné, mais je pense que ça... Enfin, moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup de candidose partout, dans tous les sens, donc je pense que ça suffisait pas. Du coup, forcément, quand il est passé, bah... Après, hop, il me l'a mis sur le sein. Lui, il avait une couche blanche de candidose sur la langue, mais un truc de l'espace, quoi. Donc, non, c'était moche. Franchement, c'était moche. Et franchement... et en plus, c'est plus ou moins moi qui me suis autodiagnostiquée avec ma belle-sœur qui est sage-femme et tout. La chance que j'avais, c'est qu'en Espagne, ils sont pas très regardants sur les ordonnances parce que j'ai jamais eu d'ordonnance. Je suis toujours allée pleurer pour avoir ma crème et tout. Mais ça s'est pas bien passé. J'ai été très mal prise en charge. Ok. Voilà. C'est un peu malheureux, mais je suis allée pleurer plusieurs fois chez le médecin généraliste et en fait, ils savent pas parce qu'ils sont pas formés à l'allaitement et du coup, ils te regardent et ils te disent, bah, en fait, je sais pas, tu vois. Non, mais tu vois, comment ta conseillère en lactation, elle a pu ne pas le détecter? Parce que, franchement, je sais pas. Bah, Je sais pas, mais en fait, déjà, même... elle est pas venue, J'ai donc, l'impression que c'est courant quand même. C'est courant, mais justement, apparemment, de ce que j'ai lu, c'est qu'il y a souvent des surdiagnostics et du coup, ils ont tendance à dire non, c'est pas ça, tu vois. Okay. Mais la réalité, c'est que moi, je savais pas si c'était ça, mais bon, le truc, c'est que ce qui m'a soigné, c'est cette crème, tu vois. Ouais, Donc, à un moment, voilà. Et ouais. C'est peut-être un must-have quand ça va pas, quoi. Voilà, c'est ça. Et en fait, ça a mis du temps parce que je pense que j'étais diagnostiquée au bout de 1 mois et demi et bah, du coup, entre-temps, j'étais passée quasiment au tir-allaitement exclusif. Je me voyais plus du tout. On était allés faire même, tu sais, il y avait des espèces de rassemblements d'allaitement au centre de santé là pour aider. Et franchement, là, c'était vraiment, je crois que c'était mon dernier essai. J'ai dit, ok, si là, genre, je suis avec une personne, une sage-femme, en présentiel, elle me dit que le bébé tète très bien, qu'il n'y a rien de spécial, etc. Et moi, j'ai toujours aussi mal. Juste, c'est ma dernière chance et après, j'arrête. Et après, je ne l'ai plus jamais remis au sein. Et du coup, j'ai continué à tirer mon lait. C'était n'importe quoi au début. Franchement. Ah ouais. J'avais pas de matériel. Personne ne m'avait rien dit, en fait. Donc, je savais pas, tu vois. J'avais un matériel pourri. J'avais cherché un peu des infos sur des comptes Instagram américains. Franchement, j'avais aucune idée, quoi. Vraiment, comme toutes les tiers allaitantes débutantes. Oui, non, mais en fait, comme tout le monde, parce que personne, à aucun moment, tu t'es préparé au tir-allaitement. C'est ça le truc, c'est que personne t'a dit que ça pouvait être utile, comment il fallait le faire, avec quel matériel il fallait le faire. Je te parle même pas de ma tétrelle qui était littéralement 10 fois trop grande. Enfin, il y avait rien qu'elle ait, quoi. J'étais en simple pompage, s'il te plaît. Je faisais tir-allaitement exclusif en simple pompage avec une machine qu'on m'avait prêtée. Le truc était daté de l'an 1000. Enfin, c'était n'importe quoi, c'était complètement chaotique. Donc petit à petit, ça a pris du temps. Je pense franchement qu'il m'a fallu peut-être 4 mois pour vraiment avoir, tu vois, le bon rythme, le bon matériel. Après, ça se mettait bien en place entre nous. Parce que du coup, on avait ce truc où moi, je tirais à heure fixe. En général, quand moi je tirais, toi, tu lui donnais un biberon. Donc par exemple, la nuit, on avait ce truc de genre, quand c'était l'heure de tirer la nuit et que lui donnait le biberon, genre on se mettait une demi-heure d'un film, tu vois. Ouais, c'est cool. Du coup, des fois, on s'est retrouvés à regarder des films français random à 3h du matin, tu vois. Un bout de film, L'incroyable histoire du facteur cheval. par exemple. On avait vu ce film chelou. Je sais pas pourquoi ça nous est resté, parce que c'est pas le seul film qu'on ait vu, mais... C'est celui qui a fait un château, enfin. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. On a vu ce film en plein postpartum, dans une crise absolue, tu vois, mais...
Mais ouais, au final, ça nous fonctionnait assez bien et on avait... Enfin, très vite, c'est devenu un peu la coopérative, quoi. J'avais énormément de lait. Vraiment, c'était une coopérative parce que il y avait beaucoup de congélation, beaucoup de trucs de stock, etc. Et en fait, alors, par contre, les soignants et tout, ils comprenaient pas. Moi, quand j'expliquais ce que je faisais, ils me disaient non, ça marche pas, c'est pas possible, comment ça, pourquoi tu fais ça, machin. Il faudrait essayer de le remettre au sein. Ouais, toujours remets-le au sein, remets-le au sein, remets-le au sein. Et en fait, moi, j'étais traumatisée, mais au point que, genre, je me rappelle m'être dit, franchement, le sein, je le remettrais que si vraiment un jour je suis en galère de ouf, j'ai pas de lait, je sais pas, j'ai tout fait tomber par terre et tout, et je suis dans un avion, et j'ai aucun choix. Là, peut-être je le remettrais au sein, mais je l'ai jamais fait, tu vois. Donc, c'est un peu un regret, mais ouais, en fait, ça marchait, quoi. Donc, pour nous, ça a fonctionné. C'est dur, hein, franchement, c'est hyper prenant, il faut tirer toutes les 3 heures, t'as plus de vie. Franchement, t'as plus de vie. T'as plus de vie, ça a les mauvais côtés de l'allaitement, dans le sens où c'est quand même hyper exigeant, c'est toutes les 3 heures, et ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Et les mauvais côtés du biberon, parce que tu fais aussi beaucoup de vaisselle, tu vois, beaucoup de logistique et tout. Mais à côté de ça, pour moi, ça devenait important de donner du lait maternel parce que je pense, encore une fois, quand on parlait du truc de l'ego, de vouloir accoucher sans péridurale, j'avais aussi de l'ego de pouvoir allaiter et le fait de ne pas pouvoir le faire, je trouvais ça horrible. Genre, ça, tu sais, j'avais ce côté où genre, j'étais trop jalouse des mamans qui arrivaient à allaiter. Je les voyais genre au parc, debout, limite en train d'allaiter, tu sais, avec le bébé dans l'autre, genre la tête en bas, en marchant, tu vois. Et moi, j'étais là, et genre, le peu que j'avais essayé d'allaiter, genre, il me fallait 12 coussins d'allaitement, tu vois. Moi, j'étais pas bien, j'étais deg de pas y arriver, et je voyais que j'avais du lait, donc je me disais, au moins, je fais ça, tu vois. Mais à la fois, c'est hyper injuste quand tu vois les mamans pour qui ça marche bien, et tu te dis, pourquoi moi, ça marche pas? Mais en même temps, tous les sacrifices que tu fais pour y parvenir, c'est hyper... satisfaisant aussi, parce que tu te dis que tu bosses 10 fois plus et que au final t'as le même résultat, quoi. Donc super satisfaisant, quoi. Non, c'est satisfaisant, mais franchement c'est difficile. Enfin, c'est pas, tu vois, aujourd'hui dans le cadre de mon métier, quand j'ai des gens qui viennent me voir quand elles sont enceintes et qui viennent me dire je veux faire ça, franchement je leur dis réfléchissez bien, parce que en général c'est pas un truc que tu choisis, c'est un truc que tu subis. Il y a plein de gens qui te subissent et qui au final ok, elles décident de le faire et ça marche, tu vois. Et ça marche parce qu'elles ont beaucoup de volonté et qu'elles ont eu un obstacle et qu'elles l'ont fait quand même. Mais choisir ça... Après, avec Marc, justement, quand avant la naissance, on voulait faire genre allaitement la journée et tire-lait la nuit. En général, les gens font l'inverse. Oui, non, mais plutôt allaitement la nuit. En gros, je tirais une fois en plus la journée et il pouvait donner la nuit pendant que je dormais. Tu vois. Ça, c'est pas bon pour ton mais non, mais maintenant je le sais. Mais ça, je le savais pas du tout. Tu vois, je me disais, du coup, t'as un peu plus. Moi, c'est un truc. Parfois, les gens me voient et me disent, oui, comme ça, moi, je dors la nuit. Ouais, mais le problème, c'est que t'es obligé de stimuler la nuit, donc tu peux pas en fait. Mais dans l'idée, oui, c'est sûr que c'est une bonne idée. Tu te dis, je vais juste tirer une fois de plus et comme ça, je vais dormir. En fait, ça marche pas comme ça. Ouais. Surtout que, on va pas rentrer dans le détail, mais c'est vrai qu'en plus, selon l'heure de la journée, c'est pas la même quantité. Enfin, il y a rien qui... Il y avait rien qui allait dans cette... Non, mais je comprends l'idée, mais c'est juste que c'est extrêmement complexe, le tir-allaitement, parce que ça demande franchement une connaissance de la physiologie du truc pour que... En fait, faut que tu imites un bébé alors que t'as pas de bébé. Ton bébé, il fait des choses de façon intuitive et naturelle, et toi, il faut que tu reproduises ça, mais sans que ce soit pas du tout intuitif, parce que c'est avec une machine, et que du coup, ça vient pas tout seul, quoi. Donc, c'est difficile, hein, franchement. Et comment vous avez trouvé vos places respectives, votre équilibre à deux? Moi, je tirais mon lait, donc je faisais à peu près que ça. Hein. Toutes les 3 heures, une demi-heure toutes les 3 heures, je ne faisais que ça. C'était ta contribution. C'est ça. Alors moi, pendant le premier mois, je pense que j'ai fait... tu devais aussi le penser, mais... assez fréquemment, quand on avait les rendez-vous avec la conseillère, on se disait franchement, ça fonctionne pas, c'est trop dur, on a aussi la possibilité d'arrêter. Mais malgré tout, on continuait. Et petit à petit, comme le tir-allaitement se mettait en place, de semaine en semaine, avec des nouvelles techniques, du nouveau matériel et une production qui s'améliore, ça donnait aussi, je pense, de la confiance. Et le rythme est venu plus ou moins... naturellement, je dirais. Selon les semaines, tu avais tes horaires de tirage qui diminuaient progressivement de mois en mois.
Mais chaque tirage signifiait après de la vaisselle, des opérations de congélation, de la gestion du stock, etc. Et ça s'est fait. Alors, il faut être très organisé, mais ça s'est fait. Je l'ai ressenti de manière assez naturelle, quoi. Ouais, après, on est quand même un couple qui est extrêmement fusionnel. Enfin, on passe toute notre vie ensemble. Déjà, on télétravaille tous les deux à la maison, donc on est tout le temps ensemble. Dans un pays étranger. Ouais, non, mais c'est sûr. Bah, plus maintenant c'est Ouais. non. Plus maintenant. C'est vrai. Mais ouais, je pense qu'on de base, on est très très proches, donc en fait, ça a jamais vraiment été. Enfin, on se dit tout, on parle tout le temps, on partage absolument tout. Du coup, c'est aussi plus facile parce que je pense que les choses se mettent en place d'elles-mêmes parce qu'en fait, on est très attentifs l'un à l'autre. Donc, Puis moi, pendant tous ces mois-là, enfin, on va dire ça a duré 9-10 mois, j'étais en télétravail. Donc, en fait, que tu tires à 9h, à midi, à 15h, moi, je pouvais intervenir 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, soit pour gérer Marcel pendant que tu tirais, soit pour après faire la logistique, quoi. Ouais, C'est-à-dire non, la c'est vaisselle, le rangement, le machin, quoi. Au niveau congé pat-mat, c'était combien de temps? alors, normalement, en Espagne, c'est le même temps pour les deux parents. Alors, à l'époque, ça a changé. Maintenant, c'est 5 mois, 5 mois. À l'époque, c'était 4 mois, 4 mois. C'est beau. Ouais. Oh là là. Nous, on n'a pas eu ça. Hein. Ah ouais. Parce que du coup, il est freelance. Donc, en gros, si t'avais été salarié, t'aurais eu 4 mois. Et Mais j'ai eu 1 mois. Ouais, t'as eu 1 mois. Et ça passe vite. Ah oui. Non, mais par contre, c'est vrai que maintenant, en Espagne, là, c'est 5 mois, 5 mois, c'est depuis cette année. Et l'année C'est prochaine, beau, hein. ce sera 6 mois, 6 mois. Ah, c'est beau. Bah, Ouais. c'est bien. Bah, ouais, ils sont en avance. Ouais. Un petit peu. Un petit peu, ouais. Mais après, comme Mais tu d'ailleurs, dis- notre situation de télétravail, enfin dans mon cas, c'est ce qui a fait, je pense, que le tir-allaitement a fonctionné aussi. Parce que si tu t'étais Ouais. retrouvée toute seule tous les jours de la semaine à devoir gérer ça, en plus du bébé, C'est clair. Ouais, je suis pas sûr que ça aurait fonctionné. Bah, un des gros Enfin, ou problèmes. du moins, tu aurais Ouais. vraiment passé ta journée sans avoir une minute à gérer ça et ça aurait pas été tenable. Bah, quoi. tu vois, dans les mamans que je suis, clairement, une des problématiques principales du tir à allaitement, au-delà de vraiment le tir à allaitement en lui-même, le tirage, c'est que y a un moment où, en fait, quand tu es tout seul et que tu dois tirer ton lait et gérer un bébé, et en fait, parfois, c'est impossible, quoi. Enfin, genre, on n'est pas fait pour s'occuper tout seul des enfants. Et en fait, je pense qu'on le voit de plus en plus, c'est un gros fast-forward, mais à l'heure actuelle, là, en ce moment, on est chez mes parents, le temps de faire la transition du déménagement, et enfin, avoir des gens qui t'aident au quotidien et qui sont là pour tes enfants en même temps, mais en fait, ça change la vie. Et à la base, c'était comme ça qu'étaient fait les familles, quoi. Donc, C'est ça les vraies vacances quelque part. c'est clair. Maman, si tu m'écoutes. Non, mais à la base, c'était comme ça que les gens vivaient en société. Et en fait, c'est hyper difficile de... C'est très récent ce modèle où le couple se retrouve seul avec son enfant. Ouais. Il y a encore des pays partout dans le monde où ils vivent à plusieurs générations sous le même toit et du coup avec beaucoup plus d'entraide. Non, puis couple tout seul et en plus avec 2 personnes qui travaillent. Enfin, il y a ça aussi. Enfin, Ouais. quelque part, c'est un peu délirant, quoi, de demander aux gens de travailler, d'avoir 2 personnes qui travaillent et en même temps de t'occuper d'un enfant et tout. Et en plus, il n'y a pas de mode de garde, quoi. Ouais, c'est comme si tu avais un espèce de pic de productivité sur tous les plans à un moment et complètement, qu'après ouais. ça redescendait. C'est clair. Parce qu'en plus, c'est quand même vers 30, 25, 45. C'est vraiment là où tu es au max professionnellement aussi. Enfin, vraiment, Moi, je trouve il y a- ça terrible à quel point, tu vois, on parle jamais de ça en politique, de cette période de la vie, où pourtant c'est une période où tu es quand même très important pour la société parce que tu apportes beaucoup au niveau impôts, etc. Enfin, tu contribues énormément à la société. Tu contribues aussi en faisant des enfants. Et pour autant, genre, il n'y a rien qui est fait pour toi. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de possibilité, même si tu es riche, tu n'as même pas de possibilité d'avoir un mode de garde, quoi. Enfin, genre, quand même, c'est particulier. Enfin, il n'y a rien qui est fait pour nous. C'est comme si c'était inexistant du débat public. Et je sais pas, je comprends pas pourquoi. Parce que quand même, quand je parle, tu vois, encore une fois, dans le cadre de mon travail, avec plein de mamans qui sont en postpartum, franchement, les gens vont pas bien. Enfin, les gens sont en crise. Et voilà, après, quand t'en parles et tout, que t'oses un peu le dire, on te dit toujours, comment on faisait avant ? Et je sais pas, vous preniez cher, voilà. Non, mais c'était avant, très différent. il y avait... Enfin, on était dans une société qui était quand même un petit peu moins individualiste. Et du coup, c'était plus le collectif. Donc, il y avait aussi une prise en charge... Puis il y avait la famille autour. Ouais, pour Très ceux qui avaient de la souvent, famille. T'as la famille autour, t'as moins de tout le femmes monde qui n'a pas de famille. travaillent. Bah, t'as c'est moins ça, de- c'est ça.
Sauf qu'en fait, on demande d'être productif d'un point de vue professionnel, de réarmer démographiquement la France, merci Macron. Allez, je dénonce. Si tu nous écoutes. mais comment est-ce qu'on peut réarmer démographiquement la France sans y mettre les moyens, en fait? Ça marchera pas. Donc aujourd'hui, il n'y a pas les moyens. Ah non, il n'y a pas les moyens, vraiment. Ça marche pas. Bah, tu vois, exemple tout bête, en Espagne, par exemple, dans les centres commerciaux ou dans ce type d'infrastructure, tu as des salles d'allaitement. Alors ça peut Ouais. paraître bête, mais il y a des salles d'allaitement et des salles où tu peux aussi changer un bébé qui ne sont pas dans les toilettes des femmes. Ouais. Donc c'est plein de petits trucs comme ça, en fait, où tu te dis, mais même si c'est pas grand-chose, bah, ce truc-là, ça existe en Espagne et en France, bah, t'as même pas ça, quoi. Ouais. Franchement, il y a En des- France, c'est obligatoire dans les entreprises. Il y a, enfin, je connais J'en ai jamais pas ou peu d'entreprises qui ont vraiment une salle dédiée à l'allaitement, hein, avec l'équipement obligatoire. Parce qu'il y a quand même un certain nombre de trucs obligatoires pour une salle d'allaitement. En fait, il n'y a pas en France. Non. Bah puis enfin je sais pas, même des trucs genre à la limite l'allaitement c'est un peu particulier, mais enfin parfois genre on allait sur des aires d'autoroute, il y avait pas de chaise haute quoi. Ouais. Genre t'as envie de dire bah en fait enfin, les enfants ils existent quoi. Et puis une table allongée juste à côté du lavabo, Ouais. dans les toilettes des femmes, Ouais. sous le sèche-main, si Ouais, tu non, veux. ouais. Ah, moi, je compliqué de me changer rappelle l'enfant dans un ces aéroport conditions, de Changer-Marcel où genre c'était à côté du sèche-main, donc déjà il hurlait à chaque fois que quelqu'un mettait Bah ses mains ouais. parce que ça faisait du bruit, et en Quel plus enfer. bonjour les microbes quoi. T'es en train de changer un bébé, t'as quelqu'un qui est en train de se sécher les mains d'après les toilettes. Enfin, ça va pas. Non, ça va Franchement, pas. Ça va pas du tout. Il y a Enfin, de gros progrès à faire. c'est autant de trucs où je sais pas comme ça fait, c'est absent du débat public parce qu'on parle toujours des mêmes sujets, des retraites, des sujets qui concernent surtout des personnes plus âgées. Bah en fait on s'en fout de nous quoi. C'est vraiment ça la raison, tu vois, mais Je sais c'est vrai qu'on est un peu absent. Quand est-ce que vous êtes retourné au travail? Où est-ce que vous êtes retourné au travail? Bah, moi, je suis retourné au travail au bout de 1 mois. Ouais. Mais c'était le travail dans la pièce d'à côté, Ok. puisque j'étais en télétravail. Donc c'était du travail et à la fois de la vie de parents, 24 heures sur 24, quoi. Ouais. Sympa d'être présent comme ça. Ouais, mais Les c'était une chance premiers mois, aussi. bah, C'était carrément. c'était super dur, Ah ouais. mais c'était une chance et j'étais fier de pouvoir le faire Ouais. parce que retourner au boulot aussitôt, dans ces conditions, surtout quand tu sais qu'à la maison ça se passe pas forcément très bien, je pense que ça peut être compliqué aussi, quoi. Ouais. Moi très vite j'ai essayé de gagner du temps parce que je voulais pas y retourner. Ouais. Donc j'ai commencé à dire oui, peut-être que je pourrais prendre un congé, parce que j'ai pas très envie d'y retourner, parce qu'il n'y a pas de mode de garde, machin. Donc c'est moins difficile en Espagne le mode de garde, mais en gros, je commençais à me dire bah oui, il faudrait que je retourne au mois de mai, mais en fait après c'est les vacances, donc on va quand même pas payer. Bref, j'essaie de me trouver des excuses parce que j'avais pas envie quoi. Le mode de garde, c'est moins difficile, mais à côté de ça, les familles en Espagne ne mettent pas leur enfant à la crèche ou chez la nounou à 2 mois ou Non, 3 non, mois. non. Il y a aussi ce Bah, truc-là. de toute façon, les crèches ils prennent pas avant 6 mois par exemple. Enfin, il y a pas Donc, en du fait, tout, t'as pas y a le pas choix. du tout de nounou. Ouais, en fait, de toute façon, quoi qu'il arrive, les gens quasiment toujours. Ouais, mais 6 mois, si. Enfin, je sais pas, mais si t'es un peu isolé dans ta maternité ou dans ta parentalité de manière générale, 6 mois, c'est long, hein. Ouais, ça peut être long. Ça peut être long. Parce Après, que mais, y en ouais, mais a- après, en même temps, pour le coup, t'as enfin, du coup, les pères aussi qui ont beaucoup plus de congés paternels. Eh oui. Enfin, le deuxième parent qui a plus de congés, quoi. Ouais. Sauf pour les femmes célibataires, mais... Ouais, mais 6 mois, c'est long quand même, du coup. Parce que je sais qu'en France, il y en a qui sont hyper contentes de faire des congés hyper longs. Il y en a d'autres qui sont hyper contentes de reprendre à 3 mois, tu vois. Ça devrait être un peu au choix, mais c'est sûr que ouais, en Espagne, pour le coup, tu peux pas mettre ton enfant. Mais même, c'est assez étonnant de mettre ton enfant à la crèche avant, genre, 9 mois, tu vois, un truc comme ça. C'est pas quelque chose qui se fait. Il y a plein de crèches qui prennent pas avant 1 an aussi. Enfin, Ouais, ok. c'est pas trop dans la culture, quoi. Mais bon, moi, j'ai gagné du temps. Après, j'ai dit c'est l'été, gna gna gna. Ouais. Bref, j'ai gagné du J'avais pas envie. Finalement, tu y es retourné. Non, jamais. Ok. Finalement, j'ai commencé à... du coup, j'ai dit que je prenais un congé. Donc, en Espagne, pour le coup, c'est même pas les 400 euros du congé parental français, c'est 0 euros. Mais bon, c'était Ah juste ouais. un congé qui permettait de garder ma place au cas Ok. où je voulais y retourner. Et puis, bah, je sais pas trop à quel moment ça s'est manifesté, mais à un moment, je me suis dit, mais en fait, tout ce que je sais là, à l'heure actuelle sur le tir à allaitement, bah... Enfin, il y a besoin. En fait, je pense que c'est au moment où j'ai des amis à moi qui avaient accouché au même moment à peu près, et qui allaient reprendre le travail et qui du coup avaient besoin de tirer leur lait pour la première fois. Et genre, je me rendais compte qu'ils connaissaient vraiment rien au sujet et qu'en fait, bah, genre, oui, enfin, il fallait recommencer de zéro, ce que moi j'avais appris 4 mois avant, quoi. Ouais.
Et là, je me suis dit, bah ouais, en fait, il y a besoin de... Il y a un truc à faire. Il y a besoin de parler de ça. Il y a besoin de ce que moi, j'ai découvert sur le tir-allaitement via des comptes américains, etc. Il y a besoin de le diffuser en français parce qu'il y a vraiment des énormes lacunes sur le sujet. Du coup, c'est un peu... l'idée de base de Madame Tirlet, elle est partie de là. D'un besoin de Puis le diffuser. sujet te passionnait. Ouais. Et tu avais aussi besoin de ça parce que tu t'enchaînais des posts qui te passionnaient pas forcément. Et là, un peu pour la première fois, tu as eu un espèce de déclic où tu t'es dit, bah, ce sujet m'intéresse. En plus, personne ne le maîtrise. Du coup, si moi, j'apprends des trucs dessus et que j'aime bien les transmettre, bah, pourquoi pas en faire une activité, quoi. Ouais. Ça a mis du temps. On a un peu blagué autour de ça avec des amis et tout. Et puis, une chose en a mené une autre. Le projet s'est concrétisé. Et en fait, c'est super cool parce que je me rends compte aujourd'hui à quel point il y avait un besoin parce qu'il y a vraiment, à la fois beaucoup de mamans qui m'écrivent tous les jours avec les mêmes problématiques et c'est toujours les mêmes. Et il y a aussi beaucoup de professionnels de santé qui m'écrivent parce qu'en fait, elles se rendent compte à quel point elles-mêmes ne faisaient pas bien. Tu vois, par exemple, il y a beaucoup d'infirmières en néonat donc, qui accompagnent des mamans qui ont des enfants prématurés. Qui du coup doivent tirer leur lait exclusivement dès la naissance et en fait elles disent mais moi-même je me rendais pas compte qu'on envoyait les femmes dans le mur parce qu'on leur donnait pas le bon matériel, parce qu'on leur donnait pas les bonnes infos et c'est vraiment dommage parce que c'est juste une question d'amener l'information aux personnes et j'essaie de le faire mais ça reste tout petit par rapport au nombre de femmes qui doivent tirer leur lait en France. Mais la réalité, c'est qu'en fait, ça n'a pas besoin d'être quelque chose d'aussi horrible que la réputation que ça en a. C'est-à-dire que vraiment, quand tu parles aux gens, ils te disent « Mais tirer son lait, c'est horrible, tu n'as rien du tout, ça fait mal. » En fait, c'est pas vrai, c'est juste que la raison pour laquelle ça fait mal, pour laquelle tu n'as rien à la fin et tout, c'est juste que tu n'as pas les bonnes informations, tu n'utilises pas le bon matériel. C'est pas adapté. C'est juste que c'est pas, tu sais pas le faire et en vrai c'est pas juste tu branches un truc et t'appuies sur un bouton. Non, genre c'est complexe. Ça demande une très bonne connaissance de ton corps et une bonne connaissance du matériel. Et franchement, quand tu sais le faire, il y a très 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 peu de femmes qui peuvent pas tirer beaucoup de lait. C'est juste faut le faire correctement. Ok. Donc voilà. Moi, je prends souvent la métaphore du vélo. Le tire-lait, c'est un peu comme un vélo parce que, en gros, si ton grand-père te ressort un peu son vieux vélo et que tu vois pas ces défauts apparents, tu vas monter dessus et tu vas très vite te rendre compte qu'en fait, t'es pas à l'aise, ça avance pas et tout. Bah oui, parce qu'en fait, les pneus sont crevés, la chaîne est pas huilée et la selle te fait mal aux fesses, quoi. Ouais. Et ben en fait, le tire-lait, ça fonctionne un peu pareil, quoi. Si tu optimises pas son utilisation, en fait, tu peux rien en attendre, quoi. Donc tu t'es réorienté, Ouais. Du coup, tu as créé ton entreprise. Du coup, j'ai créé mon entreprise. L'idée, c'était à la base de voir les femmes en consultation individuelle pour leurs problématiques individuelles. Mais en fait, très très vite, j'ai eu tellement de demandes parce qu'il y a vraiment personne qui fait ça, en fait. Et il n'y a personne qui est formé sur le sujet. Que j'ai un peu eu un problème je pouvais pas me démultiplier, quoi. Donc là, du coup, maintenant, je me suis motivée à m'enregistrer. En fait, avant, je faisais des ateliers aussi, un peu plus en groupe, mais c'est pareil. J'étais limitée par le nombre de personnes parce que c'était en live, je voulais que les gens puissent poser des questions, etc. Et en fait, vraiment, j'étais bookée, mais des fois 4 semaines en avance. C'était vraiment compliqué donc, à gérer. Du coup, je me suis dit, OK, je vais m'arrêter un mois, je vais là tout mettre sur le papier de ce que j'ai envie de dire, je vais m'enregistrer, etc. Et du coup, j'ai fait une formation en ligne qui explique du coup comment est-ce que tu peux tirer ton lait. Il y a 4 points. Il y a comment est-ce que tu peux tirer plus de lait, quand est-ce que tu dois tirer en fonction de est-ce que tu vas reprendre le travail, est-ce que c'est pour du traitement exclusif, est-ce que c'est pour t'absenter, etc. Comment faire pour s'organiser, pour tenir le plus longtemps possible, pour que ce soit le moins chiant possible de tirer son lait. Et aussi, un cas qui est un peu à part, mais qui est souvent lié à l'utilisation du tire-lait, c'est comment faire pour booster sa lactation, parce qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui se retrouvent à tirer leur lait, non pas dans une perspective de reprise de travail, etc., mais simplement parce que ça marche pas très bien, elles n'ont pas assez de lait pour leur bébé, et du coup, elles ont besoin d'un petit coup de boost, et le coup de boost, en général, c'est le tire-lait, si tant est qu'on arrive à l'utiliser correctement. Ok. L'air complet. Mais c'est hyper bien. Il y a beaucoup de choses sur le tire-allaitement. Ouais, en vrai, c'est utile. C'est, Il y a un franchement, besoin. Franchement, c'est utile et je pense que ça peut être utile même de s'y intéresser dès la grossesse parce que quelque chose quand même que je vois souvent, c'est que en fait, dès que on a un bébé pour qui ça marche pas hyper bien dès le début, et c'est quand même souvent le cas,
les soignants ont quand même vraiment tendance en France à pousser énormément à donner du lait artificiel dès les premiers jours pour que le bébé puisse reprendre du poids et le faire sortir. Ce qui n'est pas un problème en tant que tel, mais le problème c'est que dès qu'on introduit un biberon de lait artificiel et qu'on ne tire pas son lait en parallèle, en fait tout de suite on rend la lactation compliquée après. Donc si c'est important pour la personne d'allaiter, ça doit à un moment être une compétence qu'elle a parce qu'on doit pouvoir se substituer à un bébé le temps de stimuler sa lactation quand il faut. Et c'est vraiment pas quand tu viens d'accoucher, etc., que tu dois te poser la question de comment ça marche un tire-lait, parce que tu peux pas être dans les bonnes dispositions. Du coup, pour moi, c'est un truc qui... Pour une personne qui souhaite allaiter, c'est un truc qu'il faut apprendre quand même. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Et comment il va, Marcel ? Il va super bien. Ouais. Il a quel âge, là ? Un peu plus de 18 mois. Ok. Ouais, il est très... C'est une terreur. Ouais. Il est en plein dans l'âge où, en fait, c'est comme s'il venait d'ouvrir les yeux et qu'il prenait conscience de tout ce qu'il y avait autour de lui. Et du coup, tout objet est bon à tester, quoi. Donc, il va super bien, mais il est super fatigant. Ouais. Il demande de l'énergie. Ouais. Mais tant mieux. Heureusement que ça dort quand même beaucoup dans la journée. Nous, il dort pas beaucoup. Attends. Ah oui, c'est vrai. Nous, il dort Aujourd'hui, il a fait une sieste de 2h30, mais hier, c'était 40 minutes. Ah ouais. Ça pique 40 minutes. Ouais, ça pique. Hein. Parce que t'as même pas le temps de manger, quoi, tu vois. J'avoue. Ouais. Non, il est très, très, très mignon. C'est un âge que je trouve hyper cool. Ça, franchement, il y a vraiment des hauts et des bas, je trouve, dans cette première année et demie. Il y a des moments qui sont hyper chouettes et des moments qui sont vraiment très durs. C'est une succession de moments très différents et je trouve que ce qui est difficile aussi c'est de se projeter sur la suite parce que tu as toujours tendance à quand tu imagines comment ça sera dans 6 mois, tu vois ton enfant comme il est maintenant alors que 6 mois plus tard l'enfant il a tellement changé que c'est pas du tout les mêmes problématiques et ça c'est difficile je trouve de se projeter parce que on a vraiment tendance à peut-être ne pas anticiper les problématiques qui viendront après, tu vois. Du coup, moi, par exemple, je sais pas ce que c'est d'avoir un enfant qui a 2 ans et demi, j'arrive pas à imaginer quelles sont les problématiques, tu vois. Ce sera peut-être même pas les mêmes que les nôtres. Là, c'est lui demander d'aller dans la douche pour retirer le sable. Et d'avoir une crise parce qu'il veut pas. Voilà. Là, c'est une autre problématique du jour. C'est ça. Ouais, je comprends. Et là, du coup, c'est un peu difficile parce que toujours dans cette même perspective de faire un peu de faire les choses dans l'ordre et tout ça et d'avoir la raison un peu qui revient. On se pose la question d'avoir un deuxième enfant, mais franchement, on est un peu du genre à repousser. On sait que là, ça serait un peu le moment, tu vois, dans les prochains mois, mais en fait, je sais pas si on est prêt à repasser par tout ça pour l'instant, quoi. On l'était pas du tout. Et je me dis que si je me repose la question, en tout cas, c'est que peut-être que les choses se font leur chemin. Mais c'est vrai que par contre, me dire que je me retape une grossesse avec 9 mois de vomi, qu'on se retape potentiellement un allaitement difficile et tout... Ils peuvent pas te mettre dans le coma, tu sais, pendant 9 mois. Moi, j'en rêve, hein, franchement. Tu sais que, pour te dire, à un moment, je sais pas pourquoi, mais j'ai eu cette idée que j'avais fait un déni de grossesse. Et en fait... limite, je trouvais ça horrible, mais en même temps, je me disais, mais imagine, du coup, là, j'ai déjà fait 7 mois de grossesse et je m'en suis pas rendu compte, c'est peut-être pas si mal, tu vois. J'avais ce truc de me dire, au moins, je passe pas par tout ce que ça implique une grossesse, tu vois. Donc déjà, la grossesse, c'est un truc qui me fait un peu peur, et puis évidemment, alors toi, je pense que c'est pas tant la grossesse que les premiers mois, mais ça nous fait peur. Honnêtement, ça nous fait peur. Ouais, et en même temps, on sait que plus on attend, plus après on aura perdu la main entre guillemets sur les enfants en bas âge, quoi. Et je pense que ça peut être compliqué de s'y remettre aussi quand le premier enfant a déjà 5 ans, 6 ans. On s'habitue au sommeil. Bah oui. Bon, après, nous, on n'a pas vraiment... Après, nous, on l'a jamais vraiment retrouvé. Chaque fois, les pieds dedans, Clem. Il ne dorment pas. Bah oui, mais il dort pas pour l'instant. Mais ça se trouve, dans 6 mois, il va redormir et... Moi, franchement, c'est pas tant le sommeil que le rythme. C'est-à-dire que ça ne s'arrête jamais. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme un travail, mais sauf que t'as pas de week-end, t'as pas de nuit, t'as pas de jour férié. C'est tout le temps, en fait. T'es pas payé. T'es pas payé en plus. Mais c'est comme un travail, mais avec 0 moment off. Et ça, je trouve que c'est pire que le sommeil, parce que du coup, t'as pas ces moments où vraiment t'as envie de dire non, mais en fait, là, je suis débranchée, tu vois. Ça, je trouve ça difficile. Et je trouve que c'est un truc, on te parle beaucoup du sommeil et on te parle pas de ça, alors que la claque que t'as quand tu passes
d'avoir vécu peut-être 10 ans, une vie où tu vis plus chez tes parents, t'as quand même une liberté qui est énorme et tout, et d'un coup, du jour au lendemain, te retrouver à t'occuper d'un enfant et avoir vraiment 0 moment pour toi, c'est quand même violent. Et du coup, je me dis, ça peut être violent comme ça que pour le premier, parce que bon, c'est sûr que pour le premier, je pense que tu t'attends pas à ce niveau-là de perte de liberté, et c'est dur. Pour un deuxième, je pense que t'es beaucoup, beaucoup, beaucoup plus briefé sur le sujet, donc c'est déjà ta vie, t'as déjà plus de liberté. Donc, Ouais, mais c'est pas le même bébé. C'est pas le même bébé. Mais bon, après, au moins, tu sais quand même à quoi t'attendre sur le niveau d'implication que ça va te demander, tu vois. Ouais. Eh ben, trop bien. Merci beaucoup. Merci à à vous. vous. C'est un super moment. Merci. C'était très sympa. Merci à vous de nous avoir invités. C'est incroyable qu'on se soit retrouvés à Saint-Michel chef. Fallait quand même dire où on était. Hein. Eh ben, merci. On vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle histoire. Et à bientôt. Bisous. À bientôt. Bisous. Bonne écoute. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. C'est grâce à vos retours et à votre soutien qu'on continue à produire des épisodes. Pour nous aider, abonnez-vous, mettez un maximum d'étoiles et des commentaires dans les plateformes d'écoute qu'ils permettent. Vous pouvez aussi en parler à votre entourage et nous suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont disponibles en bas de la description. Si l'aventure vous tente et que vous avez envie de raconter votre histoire, contactez-nous via le site aternité.com. Sans accent évidemment. Bisous!